Royce Kilburn fixait le verre de bourbon dans sa main, le liquide ambré capturant les derniers rayons du soleil de l'après-midi qui perçaient à travers les larges fenêtres de son penthouse. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce matin d'avril pluvieux où il avait quitté Westridge, ne possédant rien d'autre qu'un sac de sport élimé et $150 en poche. Aujourd'hui, il était devenu le PDG de Kilburn Innovation, à la tête d'un empire technologique valorisé en milliards. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Un léger coup retentit à la porte de son bureau. C'était Morgane, son assistante de direction, toujours ponctuelle, toujours impeccable. Monsieur Kilburn? Voici les dossiers que vous avez demandés sur Mercier Holdings. Le nom fit se crisper la mâchoire de Royce. Merci, Morgane. Ce sera tout. Il ouvrit le dossier. Les documents financiers qu'il découvrit à l'intérieur parlaient d'eux-mêmes, Mercier Holdings était au bord de la faillite. L'entreprise de ses anciens beaux-parents, autrefois le joyau de Westridge, était désormais engloutie sous les dettes. Les souvenirs refirent surface, avec une clarté douloureuse. 5 ans après avoir épousé Brooke Mercier, Royce avait cru qu'il avait enfin tout, une femme aimante, des beaux-parents attentionnés qu'il avait accueillis après la mort de ses propres parents, et un modeste mais prometteur portefeuille d'investissement. Il avait gravi les échelons, passant de simple manutentionnaire à manager dans les grands magasins Mercier, tout en suivant des cours du soir à l'école de commerce. Laurence et Diane Mercier semblaient l'avoir pleinement accepté, malgré ses origines modestes. Laurence aimait vanter son gendre, self-made man, lors des soirées mondaines du country club. Mais Royce n'avait jamais réellement appartenu à leur monde. Ce que Laurence ignorait, c'est que Royce bâtissait secrètement un compte d'investissement personnel, économisant sou par sou dans l'espoir de lancer sa propre entreprise. Brooke était au courant. C'était leur plan commun, leur échappatoire, leur chance de sortir de l'ombre de sa famille et de créer quelque chose rien qu'à eux. Mais cet hiver-là, Royce avait commencé à remarquer des changements subtils chez Brooke, des soirées de charité tardive, des vêtements nouveaux, un parfum qu'il ne connaissait pas. Il avait ignoré ses soupçons. Il s'était enfoui dans le travail et ses cours. Ce dernier semestre avait été épuisant, il voyait à peine sa femme. Le soir de sa remise de diplôme, Laurence lui avait organisé une fête somptueuse au country club de Westridge. Royce s'en souvenait comme si c'était hier, Brooke était arrivé en retard, son sourire semblait forcé, son regard fuyait constamment vers un homme de l'autre côté de la salle. Asher Whitfield, le nouveau partenaire d'affaires de Laurence. Elle semble distante, ces derniers temps, avait chuchoté Diane à Royce ce soir-là. Ne prends pas ta femme pour acquise. Des hommes comme Asher ne patientent pas, ils créent les opportunités. Sur le moment, les paroles lui avaient paru étranges. Il les avait balayées d'un revers de pensée, les mettant sur le compte de son statut d'étranger au sein de cette famille. 2 jours plus tard, un email de sa banque lui glaça le sang. Un virement de $175 000 venait d'être effectué. Son fonds d'investissement. Leur futur. Leur rêve. Parti. Et le virement avait été initié par Brooke. Chapitre 2, au bord de la trahison. La colère brûlant dans ses veines, Royce fit irruption dans le domaine des Mercier, laissant son diplôme fraîchement obtenu sur le siège de sa voiture, complètement oublié. Il les trouva tous les trois, Laurence, Diane et Brooke, tranquillement installés dans la véranda, en train de boire le thé, comme si de rien n'était. « Où est-il, Brooke » demanda-t-il d'une voix étrangement calme malgré le tumulte intérieur. Brooke posa délicatement sa tasse, sa main tremblant. « De quoi parles-tu » ? « L'argent. Notre avenir. Les $175 000 que tu as transférés hier de notre compte commun. » Laurence se leva lentement, théâtrale. « Assieds-toi, Royce. Ce n'est pas ainsi que les gens civilisés règlent leurs désaccords. » Royce éclata d'un rire amer. « Civilisé ? Tu veux dire comme voler son propre époux ?» Diane soupira, exaspérée. « Ce n'était pas du vol. Cet argent appartient à cette famille. » Royce sentit le coup comme un poing dans l'estomac. « J'ai été patient, » déclara Laurence. « J'ai observé comment tu mettais de côté de l'argent qui aurait pu être investi dans notre entreprise familiale. De l'argent que ma fille méritait, après t'avoir soutenu pendant tes études.
Et soyons honnêtes, tu ne l'as eu que grâce aux opportunités que nous t'avons offertes. Brooke croisa enfin son regard. Je te quitte, Royce. Asher et moi, nous sommes ensemble depuis des mois. Je ne savais pas comment te l'annoncer. La trahison lui coupa le souffle. Et mon argent? C'était quoi, un cadeau d'adieu? Elle mérite tout ce qu'elle a, lança Diane, glaciale. Après ce que tu lui as fait endurer. Ce que je lui ai fait endurer? Royce haussa la voix. J'ai travaillé 60 heures par semaine dans vos magasins tout en suivant mes cours du soir. J'ai construit cette épargne centime par centime. Et comment as-tu eu l'opportunité de gagner ces centimes? Répliqua Laurence. Qui t'a donné ce poste de manager sans expérience? Qui t'a présenté à des conseillers financiers? Tu n'étais rien quand tu as rencontré Brooke. Le mot rien résonna en lui comme une sentence. Il regarda Brooke, attendant qu'elle le défende, qu'elle reconnaisse les années passées à bâtir des rêves communs. Mais elle se contenta de retirer son alliance et la posa sur la table. Je suis désolé, Royce. Mais Asher peut m'offrir la vie que je mérite. Nous annonçons nos fiançailles le mois prochain. Vos fiançailles? Murmura Royce, sentant le sol s'effondrer sous ses pieds. Depuis assez longtemps pour savoir que c'est ce que je veux, répondit-elle sans croiser son regard. Laurence posa une main sur l'épaule de Royce. Nos avocats ont rédigé les papiers du divorce. Signe-les, accepte le règlement. Il est généreux, compte tenu des circonstances. Et passe à autre chose. De toute façon, nous savons tous que tu n'as jamais vraiment appartenu à ce monde. Royce écarta la main de Laurence. Mon compte d'épargne, Brooke, il est vide aussi? Le silence de Brooke fut une réponse suffisante. Je vois, murmura Royce, une froideur glaciale envahissant sa poitrine. Vous m'avez tout pris. Pas tout, répondit Laurence. Il te reste ton diplôme. Et ton salaire des magasins. Même si, je crains que, nous réorganisions bientôt la direction. Royce comprit avec une lucidité tranchante, il le rayait de l'équation, méthodiquement. Travail. Épouse. Argent. Famille. Tout s'était effondré en un seul coup bien orchestré. Nous avons réservé une chambre au Hampton Inn, le temps que tu trouves un logement, ajouta Diane, comme si elle lui faisait une faveur. Tes affaires sont déjà emballées. Chapitre 3, l'exil. Avec $150 en poche, le Hampton Inn n'était pas une retraite, c'était une ultime humiliation. Royce découvrit ses affaires jetées à la hâte dans des valises qu'il ne reconnaissait même pas, des sacs bon marché, certainement pas le bel ensemble en cuir qu'il avait choisi avec Brooke. Brooke avait acheté pour leur 5e anniversaire les costumes de Royce, mais il manquait à l'appel, tout comme ses montres et ses boutons de manchette, des cadeaux de mariage de Laurence. Le réceptionniste lui tendit une enveloppe avec la clé de sa chambre. À l'intérieur, il trouva $150 en espèces et une note écrite de la main de Laurence, séparation. Bonne chance. Royce éclata de rire, jusqu'à ce que des larmes lui coulent sur le visage. 5 ans de mariage, d'innombrables heures de travail, un diplôme en gestion des affaires, et tout ce qu'il avait à montrer pour cela, c'était $150. Cette nuit-là, le sommeil le fuya. Les visages de Laurence, Diane, Brooke et Asher défilaient dans son esprit. Il s'était laissé berner, croyant qu'il pourrait entrer dans leur monde par le travail acharné et la loyauté. Pour eux, il n'avait été rien de plus qu'un simple passe-temps pour leur fille, un employé capable à exploiter. Lorsque l'aube se leva, Royce prit une décision, il ne gaspillerait pas son énergie pour une vengeance immédiate ou un drame public. Non. Il disparaîtrait, se reconstruirait, et reviendrait quand il s'y attendrait le moins. Pas comme l'ex-mari désespéré, mais comme quelqu'un avec le pouvoir de détruire tout ce qu'il tenait cher. Il retira ses $3247 restants de son compte personnel avant qu'il ne le bloque aussi. Avec $18 247 en poche, Royce acheta un billet de bus pour Pittsburgh, une ville assez éloignée, mais offrant suffisamment d'opportunités pour quelqu'un avec son nouveau diplôme de gestion des affaires. Sa première semaine à Pittsburgh fut brutale. Il logea dans une auberge de jeunesse, passait ses journées à la bibliothèque à étudier des entreprises et à envoyer des candidatures, et ses soirées à laver la vaisselle dans un dîner pour un salaire sous la table.
Le travail était monotone, ce qui lui laissait du temps pour élaborer son plan. 2 semaines après son arrivée, l'une des habituées du dîner, une femme nommée Phoebe Santiago, le remarqua en train de lire un journal d'affaires pendant sa pause. « Tu sais quelque chose sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ?» lui demanda-t-elle en s'installant dans la banquette en face de lui. Royce releva la tête, surpris. « En fait, c'était ma spécialité à l'école de commerce. » Phoebe haussa un sourcil. « Diplômé d'une école de commerce, et tu fais la vaisselle ? Il y a une histoire là-dedans. » « Pas une histoire qui vaille la peine d'être racontée, » répondit Royce. « Je ne suis pas d'accord, » répliqua TL, en lui glissant une carte de visite. « Je dirige une société de conseil en logistique, petite mais en pleine croissance. L'un de mes clients a des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui lui coûtent des millions. Résous-les, et je te donnerai 10% de mes honoraires. » Royce étudia la carte, perplexe. « Pourquoi tu ferais confiance à un plongeur pour ça ? » « Je ne fais pas confiance à un plongeur. Mais je fais confiance à la détresse que je vois dans tes yeux. Les gens affamés travaillent plus dur. » Elle se leva pour partir. « De toute façon, qu'as-tu à perdre ?» Le lendemain, Royce rencontra Phoebe dans son bureau, un ancien entrepôt transformé, rempli de bureaux blancs et de stations informatiques. Elle lui présenta son équipe de 4 personnes et lui expliqua le problème. Un client de fabrication possédant 18 sites répartis sur 3 États perdait des millions à cause d'une gestion inefficace des itinéraires et des stocks. Ils ont des consultants de McKinsey qui arrivent le mois prochain, expliqua Phoebe. Si nous ne réglons pas ça avant, on perd le contrat. Royce passa 3 jours à analyser les données, créer des modèles et développer une solution qui permettrait de faire économiser aux clients environ 4,2 millions de dollars par an. Lorsqu'il la présenta à Phoebe, elle resta silencieuse pendant 1 minute entière. « D'où viens-tu » finit-elle par demander. « De nulle part d'important » répondit Royce. Phoebe implémenta sa solution, et le client, impressionné, annula la consultation de McKinsey et doubla le contrat de Phoebe. Fidèle à sa parole, elle donna à Royce 10% de la somme, soit 120 000 dollars. « Rejoins mon équipe » lui proposa-t-elle comme associé, pas comme employé. Pourquoi faire de moi un associé ? Tu me connais à peine. Parce que des talents comme le tien ne se rencontrent qu'une fois dans une vie, répondit-elle simplement. Et je suis assez intelligente pour le reconnaître quand je le vois. Pour la première fois depuis son départ de West, Royce ressentit autre chose que de la rage et de l'humiliation. Il se sentit vu. Chapitre 4 : Les fondations de l'Empire. Au cours des 3 années suivantes, Royce et Phoebe transformèrent Santiago Logistic en Santiago Kilburn Strategic Partners. Leur liste de clients s'élargit, passant de fabricants régionaux à des entreprises du Fortune 500 cherchant à optimiser leurs opérations. Les approches innovantes de Royce en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et le réseau de connexion de Phoebe dans l'industrie s'avérèrent être une combinaison imbattable. Royce vivait modestement malgré sa richesse croissante. Il louait un appartement simple, conduisait une voiture fiable mais peu remarquable, et réinvestissait presque tout dans l'entreprise ou son portefeuille privé. Les souvenirs d'avoir tout perdu le gardaient vigilant, ne faisant totalement confiance à personne, pas même à Phoebe. Il maintenait un compte d'investissement séparé, que même elle ne connaissait pas. Au bout de 3 ans, ce compte avait atteint plus de 5 millions de dollars grâce à des investissements agressifs mais calculés dans des entreprises de technologie émergentes. Lors d'une consultation avec Web Electronics, un fabricant d'électronique grand public, Royce identifia une faille fondamentale dans leur cycle de développement de produits. Au lieu de simplement corriger leur chaîne d'approvisionnement, il réécrivit leur entière stratégie de développement produit. « Ce n'est pas ce pourquoi nous t'avons engagé », avertit Phoebe alors qu'ils se préparaient à présenter leur travail à l'équipe dirigeante de Web. « Fais-moi confiance », répondit Royce. « Ce que je fais vaut 10 fois ce qu'il nous paie. » Le PDG de Web, Lincoln Webb, était initialement sceptique quant aux recommandations du jeune consultant, mais accepta de les mettre en place à titre d'essai. 6 mois plus tard, Web Electronics lança une nouvelle ligne de produits qui captura 23% du marché dès son premier trimestre. Lincoln appela Royce personnellement. « Quoi que nous te payons, ce n'est pas assez. Dis-moi ton prix pour venir travailler exclusivement pour nous. » Au lieu d'accepter l'offre d'emploi,
Royce proposa quelque chose de plus audacieux, une co-entreprise pour développer la prochaine génération de technologies de maisons intelligentes, avec Santiago Kilburn fournissant le cadre opérationnel et Webb fournissant l'expertise matérielle. « Tu ne penses pas assez grand ?» lui dit Royce. Webb Electronics peut posséder l'avenir de l'automatisation domestique, mais vous avez besoin d'un partenaire qui sait comment le construire. Et de faire évoluer l'écosystème, pas seulement les dispositifs. Webb Home System est né avec Royce détenant 30% des parts, séparément des 15% de Santiago Kilburn. En l'espace de 18 mois, leur plateforme intelligente pour maisons connectées était installée dans plus de 200 000 foyers, générant des revenus d'abonnement récurrents qui surpassaient de loin les ventes de matériel. Phoebe confronta Royce au sujet de son accord séparé avec Webb. « Tu as utilisé les ressources et la réputation de notre entreprise pour créer ton propre business parallèle, ce n'est pas cela, un partenariat. » Royce rétorqua, « J'ai construit quelque chose qui profite à nous tous. » La valorisation de Santiago Kilburn avait triplé grâce à l'association avec Webb. « Ce n'est pas une question d'argent, argumenta Phoebe, c'est une question de confiance. Nous ne pouvons pas être partenaires si tu es toujours en train de préparer ta propre stratégie de sortie. » Ces paroles frappèrent trop près du cœur. Royce avait en effet prévu sa séparation future de Santiago Kilburn, construisant son propre empire dans l'ombre de leur partenariat. « Tu as raison, admit-il, la surprenant. Laisse-moi arranger ça. » Royce restructura ses parts dans Webb, offrant à Santiago Kilburn 10% de plus, et en gardant 20% pour lui-même. Ce geste répara leur relation, temporairement. Mais Phoebe resta méfiante, consciente de ses ambitions ultimes. Au bout de 5 ans, Royce avait transformé son succès avec Webb en un réseau d'investissement technologique s'étendant de l'automatisation domestique à l'intelligence artificielle, en passant par les matériaux avancés. Sa fortune personnelle franchissait la barre des 100 millions de dollars, bien que peu de personnes, à part son cercle proche, le sachent. Il opérait à travers des sociétés écrans et des véhicules d'investissement, gardant son influence croissante à l'abri des regards. Lorsque, finalement, il quitta Santiago Kilburn pour se concentrer sur ses propres projets, il le fit de manière amicale, vendant ses parts à Phoebe à un prix juste, et veillant à ce que l'entreprise prospère sans lui. Elle comprit son besoin de créer quelque chose qui lui appartienne entièrement, même si elle ne lui faisait jamais totalement confiance. Peu importe les démons que tu fuis, lui dit-elle lors de leur dîner d'adieu, j'espère que tu trouveras la paix lorsque tu les rattraperas. Royce sourit simplement. La paix n'avait jamais été son objectif. Chapitre 5, Kilburn en pleine ascension. Kilburn Innovation émergea comme l'entreprise phare de Royce, avec son siège social dans une tour de verre épuré, au cœur de Pittsburgh. Contrairement à Webb Home System, qui se concentrait sur la technologie grand public, Kilburn se spécialisait dans les solutions d'intelligence artificielle de niveau entreprise, révolutionnant ainsi le fonctionnement des grandes corporations. Royce réunit une équipe de talents brillants mais négligés, des personnes avec des compétences exceptionnelles qui avaient été marginalisées ou sous-estimées par les structures d'entreprise traditionnelles. Son responsable du développement de l'IA, Zoro Otra, avait été écarté pour une promotion dans 3 grandes entreprises technologiques, malgré la création d'algorithmes qui avaient généré des millions pour ses employeurs. Son stratège en chef, Dominic Cruz, avait été poussé dehors d'une société de capital risque après avoir proposé des investissements jugés trop risqués, des investissements qui allaient plus tard rapporter des rendements dépassant les 4000%. « Je me fiche de ton passé, de ta formation ou de qui tu connais, dit Royce à chaque nouvelle recrue, je me soucie de ce que tu peux construire et de ta fin de prouver à ceux qui t'ont douté qu'ils ont tort. » Cette philosophie créa une loyauté féroce parmi son équipe et une culture d'entreprise unique dans l'industrie. Kilburn devint rapidement célèbre pour son innovation impitoyable et sa capacité à repérer des opportunités que les autres avaient manquées. Leur percée arriva avec Keycore, une plateforme d'intelligence artificielle capable de prédire les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les changements de marché et les comportements des consommateurs avec une précision sans précédent. De grands détaillants, fabricants et institutions financières payèrent des prix premium pour accéder aux informations de Keycore, générant ainsi des milliards de revenus. À mesure que la valeur de Kilburn grimpait, Royce préservait sa vie privée. Il évitait les conférences industrielles, donnait rarement des interviews et n'apparaissait jamais dans les matériaux promotionnels de son entreprise.
Son équipe dirigeante gérait les relations publiques tandis que lui se concentrait sur la stratégie et l'expansion. Cette anonymité avait un but qui allait au-delà de la simple préférence personnelle. Royce avait commencé à suivre de près la famille Mercier et leurs intérêts commerciaux à travers des canaux discrets. Laurence avait étendu Mercier Holdings au-delà des grands magasins, dans l'immobilier et l'hôtellerie, mais leur croissance était basée sur la dette plutôt que sur l'innovation. Brooke et Asher Whitfield s'étaient mariés et avaient pris les rênes de l'entreprise, Asher devenant président et Brooke directrice du marketing. Grâce à ses enquêtes numériques, Royce apprit que Mercier Holdings s'était trop endetté en acquérant des propriétés de luxe et des marchés qui étaient maintenant en déclin. Leurs magasins phares perdaient du terrain face aux détaillants en ligne, et leur tentative de développer une présence sur le commerce en ligne avait échoué de manière spectaculaire en raison de mauvaises implémentations et d'un manque de compréhension du paysage numérique. Leur investissement majeur avait été dans un projet de développement mixte haut de gamme appelé Mercier Grand, une combinaison de commerce, de logements et de bureaux censés revitaliser le centre-ville de West. La construction avait commencé, mais les problèmes de financement avaient déjà causé des retards et des dépassements de budget. Royce aperçut alors son opportunité. À travers des véhicules d'investissement anonymes, il commença à acquérir des instruments de dette liés à Mercier Holdings, en particulier ceux associés au projet Mercier Grand. Il acheta également des terrains autour du développement via des sociétés écrans, resserrant progressivement les taux financiers autour du cou de ses anciens beaux-parents, tout en restant invisible à leurs yeux. À la 8e année de son exil, la fortune de Royce avait atteint plus de 2 milliards de dollars. Kilburn Innovation s'était étendue dans la cybersécurité, les matériaux avancés et l'informatique quantique et chaque division générant des profits considérables, le magazine Forbes l'a désigné comme l'un des technologues les plus influents d'Amérique. Cependant, ils n'ont pu publier qu'une silhouette floue pour son profil, car il avait refusé toutes les photographies. La même année, il reçut un rapport de renseignement, Mercier Holdings cherchait activement des investisseurs extérieurs pour sauver le projet grandiose Mercier. Ils avaient approché plusieurs sociétés de capital investissement, mais avaient été rejetés à cause de préoccupations concernant la dette globale de l'entreprise et la structure de gestion. Le moment que Royce avait tant attendu approchait enfin. Il créa une nouvelle entité nommée Phoenix Capital, dont il devint l'investisseur principal anonyme, et recruta Vanessa Prescott, une banquière d'investissement redoutable, sans aucun lien avec son passé, pour servir de visage public à l'entreprise. « Votre tâche est simple, lui dit Royce lors de leur première rencontre. Approchez Mercier Holdings en tant que potentiel investisseur chevalier blanc. Montrez de l'intérêt pour leur projet Mercier Grand, mais insistez pour rencontrer toute l'équipe dirigeante de la famille, y compris Laurence et Diane Mercier, avant d'engager tout investissement. Quel est votre véritable intérêt dans cette entreprise ? Demanda Vanessa, sans détour. Leurs finances sont chaotiques, et ce projet de développement semble peu probable vu les conditions actuelles du marché. Royce garda une expression neutre. Laissez-moi m'inquiéter du retour sur investissement. Il vous suffit de me faire entrer dans la pièce avec les Mercier. Chapitre 6, le milliardaire fantôme. Alors que Phoenix Capital entamait les contacts avec Mercier Holdings, Royce intensifiait ses préparatifs. Il n'avait qu'une seule chance de orchestrer la chute parfaite de la famille qui avait détruit sa vie passée, et chaque détail devait être impeccable. Grâce à son réseau de renseignements, il apprit que Laurence et Diane transféraient progressivement le contrôle opérationnel à Brooke et Asher. Bien que Laurence restait président du conseil, le couple avait 2 enfants, une fille de 9 ans, nommée Pénélope, et un garçon de 7 ans, Laurence Jr., surnommé LJ. Ils vivaient dans le domaine familial Mercier, ayant rénové l'aile en quartier privé, tandis que Laurence et Diane occupaient la maison principale. Asher s'était révélé être un leader ambitieux mais imprudent, lançant le projet Mercier Grand malgré les avertissements de leurs conseillers financiers sur les risques d'endettement supplémentaires. De son côté, Brooke avait redéfini l'image de l'entreprise, en mettant l'accent sur le luxe et l'exclusivité, positionnant Mercier comme une marque de luxe patrimonial pour l'élite moderne. Leur campagne marketing mettait en scène leur famille parfaite, sur fond de leurs diverses propriétés, projetant une image de succès et de sophistication. Ce que leur image publique soigneusement polie dissimulait, c'était une entreprise au bord de l'effondrement financier. Le projet Mercier Grand était déjà 40% au-dessus du budget initial, leur grand magasin perdait 3 millions de dollars par mois,
et leur note de crédit avait été abaissée 2 fois au cours de l'année écoulée. L'intérêt de Phoenix Capital arriva au moment de leur plus grande désespérance. Plusieurs banques avaient refusé d'étendre leur crédit, et 2 sociétés de capital investissement s'étaient retirées après avoir mené leur diligence raisonnable. Le projet Mercier Grand était à l'arrêt, avec des structures inachevées qui se dressaient comme des monuments à leurs erreurs de calcul. La première rencontre de Vanessa Prescott avec Asher et leur directeur financier se déroula exactement comme Royce l'avait prévu. Asher tenta de présenter leur situation comme un simple problème de trésorerie, plutôt qu'un échec fondamental de l'entreprise. Ce que nous offrons, c'est une opportunité de participer à la renaissance de Westgate, expliqua Asher en montrant des rendus architecturaux du Mercier Grand une fois achevé. Une fois ce projet terminé, il transformera le centre-ville et générera des rendements supérieurs à 22% par an. Ces prévisions semblent optimistes, observa Vanessa, surtout compte tenu des tendances actuelles dans le commerce de détail et des conditions du marché local. Le sourire d'Asher vacilla légèrement. Nous avons des engagements de plusieurs marques de luxe pour ancrer la partie commerciale, et les unités résidentielles sont déjà prévendues à 30%. Vanessa consulta ses notes. Nos informations indiquent que ces engagements de détail comportent des clauses de contingence basées sur la date de livraison et des exigences co-investisseurs. Quant aux préventes, n'étaient-elles pas principalement destinées aux amis et associés de la famille Mercier à des tarifs préférentiels? Le visage d'Asher se décolorait. Phoenix Capital avait clairement fait ses devoirs. Mon client reste intéressé, poursuivit Vanessa, sans se laisser déstabiliser, mais il souhaiterait rencontrer toute l'équipe dirigeante, y compris le président, avant de poursuivre. Nous envisageons un investissement pouvant atteindre 150 millions de dollars, mais uniquement avec certaines modifications structurelles de l'organisation. Quelles modifications? Demanda Asher, prudemment. Cela serait discuté directement avec mon client, répondit-elle calmement, il préfère rester anonyme jusqu'aux dernières étapes des négociations, mais je peux vous dire qu'il fait partie des 20 personnes les plus riches d'Amérique, avec une expertise particulière dans la revitalisation des entreprises historiques. Le piège était tendu. Après une réunion précipitée du conseil d'administration, Mercier Holdings accepta une rencontre directe avec l'investisseur principal de Phoenix Capital dans leur quartier général de Westridge la semaine suivante. Laurence insista pour être présent, ne souhaitant pas laisser à son gendre le contrôle d'une négociation aussi cruciale. En révisant la confirmation de la rencontre, un rare sourire traversa le visage de Royce. 9 ans, 7 mois et 18 jours après avoir été jeté dehors avec $150 en poche, il reviendrait à West, non pas en tant que Royce Kilburn, le lave-vaisselle ou le gendre raté, mais en tant que le fantôme milliardaire tenant le destin de la famille Mercier entre ses mains. La veille de la réunion, Royce avait pris son jet privé et s'était dirigé vers un aérodrome situé à 30 mètres de Westridge. Il s'était enregistré à l'hôtel Montgomery rénové, en plein centre-ville, sous un alias, notant avec satisfaction que l'établissement autrefois prestigieux s'était considérablement détérioré depuis que les Mercier l'avaient vendu à une chaîne d'hôtels économiques il y a 5 ans. Depuis sa chambre d'hôtel, il pouvait voir les structures squelettiques du projet Mercier Grand à l'arrêt, éclairées par des lumières de sécurité. L'équipement de construction était inactif, et une clôture en maille entourait le site. Des panneaux temporaires proclamaient encore « Mercier Grand, le luxe redéfini ». Le temps avait commencé à effacer les images brillantes. Royce étendit son costume en laine sur mesure de couleur charbon, sélectionna une cravate d'un rouge sanglant et posa la montre de poche de son grand-père sur la table de chevet, le seul bien de sa vie antérieure qu'il n'avait pas réussi à lui prendre. Demain, une décennie de planification culminerait au moment où Laurence Mercier réaliserait exactement qui détenait le pouvoir de sauver ou de détruire tout ce qu'il avait construit. Chapitre 7, Retour à West. Le siège social de Mercier Holdings occupait les 3 derniers étages du plus grand bâtiment de West, une structure en verre et en acier de 12 étages que Laurence avait commandée lors de l'expansion de l'entreprise il y a 15 ans. La salle de réunion, dotée de fenêtres allant du sol au plafond, offrait une vue imprenable sur la ville que Laurence avait autrefois dominée, y compris une vue directe sur le projet Mercier Grand à l'arrêt. Royce arriva 15 minutes avant la réunion de 10 heures, accompagné de Vanessa et de 2 associés portant des portefeuilles en cuir remplis de documents préparés pour toutes les éventualités. La réceptionniste, ne le reconnaissant pas de sa vie antérieure, les dirigea vers la salle d'attente exécutive jusqu'à ce que les Mercier soient prêts.
Nerveuse, Vanessa demanda doucement, alors qu'il s'installait entouré de photographies de la famille Mercier à travers les générations, y compris plusieurs portraits de Brooke et Asher lors de galas de charité et de l'ouverture de magasins. Royce fixa les portraits, ses yeux se posant longuement sur une photo de famille prise l'année précédente, Laurence et Diane debout derrière Brooke, Asher et leurs 2 enfants. La famille parfaite, multigénérationnelle, destinée à projeter une stabilité et une continuité aux investisseurs et aux clients. À exactement 10 heures, l'assistante exécutive de Laurence entra pour les conduire à la salle de réunion. Monsieur Mercier vous présente ses excuses de ne pas vous avoir accueilli personnellement, expliqua-t-elle, la famille est déjà réunie dans la salle de réunion. Les doubles portes s'ouvrirent, révélant la famille Mercier assise d'un côté d'une immense table en acajou. Laurence se tenait au centre, flanquée de Diane et de leur avocat d'entreprise d'un côté, et de Brooke et Asher de l'autre. Leur directeur financier et 2 autres cadres complétaient la ligne. Laurence se leva pour les accueillir, tendant d'abord la main à Vanessa, qu'il supposait être la principale interlocutrice. Mademoiselle Prescott, merci d'être venue. Nous sommes impatients de discuter de la manière dont Phoenix Capital pourrait s'associer à Mercier Holdings. Monsieur Mercier, répondit Vanessa avec une précision habituelle. Permettez-moi de vous présenter mon employeur, le fondateur et PDG de Kilburn Innovation et l'investisseur principal de Phoenix Capital. Elle s'écarta, révélant Royce qui se tenait derrière elle. Pendant 3 secondes, la pièce resta complètement silencieuse tandis que Laurence fixait son ancien gendre, puis la reconnaissance fit place à la confusion et à l'alarme. Royce? La voix de Laurence trahissait son choc. Qu'est-ce que c'est? Brooke poussa un cri, sa main se couvrant instinctivement la bouche. L'expression d'Asher se durcit, évaluant la menace que représentait ce développement inattendu. Bonjour Laurence, dit calmement Royce en posant sa mallette sur la table. Cela fait presque 10 ans, n'est-ce pas? S'il vous plaît, tout le monde restez assis, nous avons des affaires importantes à discuter. C'est une sorte de blague, intervint Asher en se levant de sa chaise. Vanessa, si c'est ton idée de... Vanessa le coupa immédiatement. Je vous assure que c'est très sérieux. Monsieur Kilburn est en effet l'investisseur principal de Phoenix Capital, avec des ressources dépassant les 3 milliards de dollars, disponibles pour des opportunités d'investissement appropriées. Kilburn, répéta Laurence, remarquant le changement de nom. Vous attendez de nous que nous croyions que vous. Il fit un geste dédaigneux vers Royce. Êtes-vous un investisseur milliardaire? Royce sourit finement. Pas n'importe quel milliardaire, Laurence. Le milliardaire qui détient actuellement 87 millions de dollars de la dette de votre entreprise par le biais de divers véhicules d'acquisition, contrôle les parcelles de terrain adjacentes à votre projet Mercier Grand échoué et a des droits prioritaires sur les prêts de construction que vos banques menacent de rappeler. La couleur quitta le visage de Laurence alors que les implications de ces mots prenaient forme. Leur avocat d'entreprise murmura vivement à son oreille tandis que le directeur financier feuilletait frénétiquement ses documents pour tenter de vérifier les affirmations de Royce. Diane retrouva sa voix la première. Pourquoi faites-vous cela? Ce n'est pas pour Brooke, interrompit Royce, sa voix glaciale. C'est une affaire. Votre entreprise a besoin de 150 millions de dollars pour éviter la faillite dans les 90 jours. Je suis ici pour déterminer si cet investissement est financièrement viable pour Phoenix Capital. Vous ne pouvez pas avoir une telle somme, défia Asher, bien que le doute commençait à s'infiltrer dans sa voix. Royce fit un signe de tête à un de ses associés qui ouvrit un ordinateur portable. Et tourna l'écran pour faire face au Mercier. Un affichage du terminal Bloomberg montrait la capitalisation boursière actuelle de Kilburn Innovation, s'élevant à 42,7 milliards. Peut-être que vous ne suivez pas le secteur technologique, commenta Royce. Kilburn Innovation a développé la plateforme d'IA qui alimente la plupart des systèmes logistiques utilisés par vos concurrents, ceux-là même qui érodent progressivement votre part de marché depuis 5 ans. Le choc de Laurence céda peu à peu la place à un calcul froid et rationnel. Toujours l'homme d'affaires, il évalua rapidement la nouvelle réalité. Vous avez bien réussi pour vous-même, félicitations. Mais pourquoi revenir ici? Pourquoi vous impliquer avec notre entreprise après tout ce temps? Excellente question, reconnut Royce.
Une question à laquelle je répondrai après que mon équipe ait terminé son analyse approfondie. Il se tourna vers Vanessa. Mademoiselle Prescott, veuillez expliquer à l'équipe Mercier nos premières conclusions et les conditions proposées. Pendant la prochaine heure, Vanessa démantela méthodiquement les états financiers de Mercier Holdings, mettant en lumière les échecs en cascade du leadership qui avait conduit l'entreprise au bord de l'effondrement. L'entreprise avait besoin non seulement des 150 millions de dollars pour Mercier Grand, mais également de 70 millions supplémentaires pour restructurer sa dette existante et moderniser ses opérations de détail en déclin. Tout au long de la présentation, Royce observa les dynamiques familiales. Laurence devenait de plus en plus défensif, interrompant pour justifier chaque stratégie échouée. Diane maintenait un masque de calme digne, bien que ses mains fermement croisées trahissent son anxiété. Brooke oscillait entre fixer Royce et éviter son regard entièrement, tandis que l'hostilité initiale d'Asher s'était transformée en une évaluation calculée de la façon dont il pourrait retourner la situation en sa faveur. Lorsque Vanessa eut terminé, Royce s'adressa enfin à la question tacite qui flottait dans l'air. Vous vous demandez pourquoi je considérerais sauver l'entreprise appartenant à ceux qui m'ont dit un jour que je ne valais rien, dit-il en fixant Laurence. La réponse est simple, je ne suis pas ici pour sauver Mercier Holdings. Je suis ici pour l'acquérir, la restructurer et utiliser ses actifs à mes propres fins. Ça ne se fera pas, déclara Laurence d'une voix ferme. Cette entreprise appartient à la famille Mercier depuis 3 générations, et elle mourra sous votre direction. Royce répliqua calmement. Votre choix est simple, accepter mes conditions ou déclarer la faillite d'ici la fin du trimestre. Mes conditions sont non négociables, mais elles permettent au nom de Mercier de continuer d'exister d'une certaine manière. Il glissa un document sur la table, une feuille de termes préliminaire. Phoenix Capital fournira 220 millions de dollars en échange de 71% de la propriété d'une entité restructurée. Laurence et Diane prendront leur retraite avec une pension modeste. Brooke et Asher pourront conserver des postes honorifiques au sein de la division de détail, sous réserve de critères de performance et d'une surveillance par le PDG nommé par Phoenix Capital. Ça, c'est du vol, balbutia Asher. Essayez donc de trouver un autre investisseur, répondit Royce. Mais sachez que j'ai acquis des positions de contrôle dans votre structure de dette. Toute procédure de faillite entraînerait la prise de contrôle de tous vos actifs par Phoenix Capital, à une évaluation encore plus basse. Laurence scruta Royce avec un respect mêlé de peur. Vous avez planifié cela pendant des années. 9 ans, 7 mois et 19 jours, confirma Royce. Depuis que vous m'avez dit que je n'étais rien et que vous m'avez renvoyé avec 150 dollars en poche. Vous auriez dû finir le travail, Laurence. Mais au lieu de cela, vous m'avez donné juste assez pour recommencer. Et maintenant, vous voulez de la revanche. Diane répondit d'une voix ferme, non, Diane, je veux un retour sur investissement. Royce se leva. Vous avez 48 heures pour accepter ces conditions avant qu'elles n'expirent et que la procédure de faillite ne commence. Vanessa restera à Westridge pour répondre à toutes les questions que votre équipe juridique pourrait avoir. Alors que Royce rassemblait ses affaires, Brooke parla enfin directement à lui. Royce, s'il te plaît, nos enfants, ils ne méritent pas de souffrir pour nos erreurs. Royce la regarda un long moment. Intéressant que tu parles de conséquences maintenant, Brooke. Vous avez 48 heures pour envisager les vôtres. Sur ces mots, il quitta la salle du conseil, laissant la famille Mercier réfléchir aux ruines de l'empire qu'ils avaient construit et à l'homme qu'ils avaient sous-estimé, revenu pour tout revendiquer. Chapitre 8, la table des négociations. Le lendemain matin, Royce reçut un appel de Laurence demandant une réunion privée à l'hôtel Montgomery. Contre l'avis de Vanessa, il accepta, précisant qu'il se rencontrerait dans le restaurant presque vide de l'hôtel plutôt que dans sa suite. Laurence arriva exactement à l'heure, paraissant nettement plus vieux qu'il ne l'avait été dans la salle de conseil. La pression de la ruine financière imminente avait profondément marqué son visage, creusant des rides plus profondes. Son apparence habituellement irréprochable montrait des signes subtils de négligence, une cravate légèrement de travers, des chaussures non cirées. « Merci de m'avoir rencontré », commença Laurence après avoir commandé un café. « Je pensais qu'il serait préférable que nous parlions en privé, homme à homme. » « Nous avons bien dépassé cette étape, répondit froidement Laurence Royce.
Mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez pouvoir accomplir ici. Royce s'inclina légèrement en avant, un geste mesuré. Je veux comprendre ce que vous voulez vraiment. Ce ne peut pas être qu'une question de business. Personne ne passe une décennie à planifier une prise de contrôle aussi élaborée, à moins que ce ne soit personnel. C'était personnel quand vous m'avez tout pris, répondit Royce, son regard se durcissant. Ça ne le devient qu'à partir du moment où j'ai compris à quel point vous avez mal géré Mercier Holdings. L'entreprise a du potentiel, mais pas sous votre direction. Donc c'est de la vengeance ? Je préfère appeler ça de la justice, corrigea Royce, mais avec une marge bénéficiaire confortable attachée à l'ensemble. Laurence le regarda intensément, analysant ses paroles. Les conditions que vous proposez détruiraient l'héritage de ma famille. 3 générations de Mercier ont bâti cette entreprise, et une génération est en train de la détruire. Votre père serait honteux de ce que vous avez fait à son entreprise, Laurence. La dette, l'expansion ratée, le modèle d'affaires obsolète. Vous êtes un dinosaure qui refuse d'évoluer. La pique atteignit sa cible. Le père de Laurence, Montgomery Mercier, avait été une légende dans le commerce de détail, transformant un magasin régional en une chaîne respectée grâce à l'innovation et une gestion financière rigoureuse. Laurence avait toujours vécu dans son ombre. « Et si nous contre-attaquions » demanda Laurence. « Diane et moi partons définitivement, comme vous l'avez suggéré. Brooke et Asher démissionnent de leurs rôles opérationnels. Vous obtenez le contrôle, mais à un pourcentage plus raisonnable de 55%, et non 71%. Royce sourit froidement. Vous pensez encore avoir un levier, mais vous n'en avez pas. Cependant, je suis curieux, où est Asher dans tout ça? Je m'attendais à ce qu'il soit ici, à se battre pour le contrôle. Le visage de Laurence se durcit. Asher explore d'autres options avec un fonds de vautour de New York. Cet homme n'a toujours regardé que son propre intérêt. Et Brooke? Laurence hésita, comme si les mots étaient difficiles à sortir. Elle est dévastée, naturellement. Cela détruirait l'héritage de ses enfants. Leur héritage a été détruit bien avant mon retour, fit remarquer Royce, avec une froideur implacable. Par votre mauvaise gestion et les expansions irréfléchies d'Asher. Ils sont innocents dans tout ça, insista Laurence. Vous ne voulez pas punir des enfants pour les erreurs de leurs parents, n'est-ce pas? Royce se laissa aller en arrière dans son fauteuil, scrutant l'homme qui, jadis, avait détenu un pouvoir immense sur lui. Vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressé à punir qui que ce soit. Ce que je veux, c'est acquérir des actifs sous-évalués, les restructurer pour les rendre rentables et obtenir un retour adéquat. Le fait que ces actifs appartiennent à des gens qui m'ont autrefois trahi est satisfaisant, mais secondaire. Je ne vous crois pas, répondit Laurence d'une voix plate. Personne ne va à ce point de détail sans une vendetta personnelle. Croyez ce que vous voulez, répondit Royce en se levant de son siège, mais comprenez ceci, votre contre-offre est rejetée. Mes conditions restent, 71% de propriété, une restructuration complète de la gestion et votre retraite. Vous avez jusqu'à demain matin pour accepter, sinon les procédures de faillite commenceront lundi. Alors que Laurence le regardait s'éloigner, Royce ne ressentait aucune des satisfactions qu'il avait anticipées de ce moment. L'homme devant lui était diminué, accroché aux derniers vestiges de pouvoir, loin de la figure impérieuse qu'il avait écartée une décennie plus tôt. C'était presque décevant. De retour dans sa suite, Royce trouva un message de Brooke lui demandant une rencontre privée. Il refusa par texto, lui demandant de soumettre toute proposition par écrit, via les canaux appropriés. 1 heure plus tard, Vanessa l'appela pour l'informer qu'Asher l'avait approché directement, lui proposant de soutenir le rachat de Royce en échange d'une position garantie dans la nouvelle structure et d'un accord séparé pour lui-même. Il est prêt à sacrifier sa famille pour se sauver lui-même, observa Vanessa. Comme prévu, répondit Royce. Dites-lui que son offre est notée, mais que toutes les conditions seront finalisées uniquement par les canaux formels. Le soir venu, la famille Mercier se fracturait exactement comme Royce l'avait anticipé. Laurence et Diane cherchaient désespérément des alternatives tout en essayant de préserver un peu de dignité. Asher cherchait des issues de secours et des avantages personnels, et Brooke était prise dans la tourmente,
sa vie privilégiée s'effondrant autour d'elle. À 21h, Royce reçut un dernier appel, cette fois de Diane. « Vous avez gagné », dit-elle sans préambule lorsqu'il répondit. « Laurence signera votre accord demain, mais je veux que vous me regardiez dans les yeux quand vous nous prendrez tout, exactement comme nous l'avons fait avec vous. » « Cela peut être arrangé, » répondit Royce, une froideur glaciale dans la voix. « Mes avocats apporteront les papiers à votre bureau à 10h. » Un silence s'installa avant que Diane ne parle à nouveau, sa voix adoucie. « Ça en valait-il la peine, Royce ?» Passant une décennie à planifier ce moment, pour la première fois, Royce laissa transparaître une émotion sincère dans sa voix. « Lorsque vous et Laurence avez pris mes économies et m'a dit que je n'étais rien. Ce n'était pas simplement une question d'argent. Non, tu n'as pas seulement pris de l'argent. Tu as pris bien plus que cela. Tu as pris ma dignité, cette petite étincelle qui faisait de moi ce que je croyais être. Tu as pris ma confiance, ce lien fragile mais si essentiel qui me permettait de croire que le monde pouvait être juste. Tu as même pris ma croyance en la décence humaine la plus élémentaire, ce sentiment profond que, malgré tout, il y a encore un peu de bien dans ce monde. Alors oui, Diane, en te regardant, en vous regardant tous, je réalise aujourd'hui que, désormais, c'est moi qui détiens le pouvoir. Le pouvoir d'effacer tout ce que vous avez mis des années à construire, et tout cela en un instant. Et croyez-moi, tout ce que vous avez accompli, ces 10 dernières années, n'a jamais eu autant de valeur pour moi. J'aurais voulu ne jamais en arriver là, mais l'opportunité est enfin là, et je compte bien l'exploiter à fond. Il a mis fin à l'appel, un dernier regard au téléphone, et s'est ensuite levé, se dirigeant vers la fenêtre. Il fixa intensément le paysage devant lui, les lointaines structures du projet Mercier Grand qui se dessinaient à l'horizon. Bientôt, elle serait sous son contrôle, et ce serait son premier projet majeur de réaménagement dans l'Ouest. Les bâtiments portant le nom emblématique de Mercier allaient disparaître, démolis pour être remplacés par quelque chose de tout à fait neuf, quelque chose qu'il aurait créé de ses mains. Demain marquerait la dernière étape de sa revanche, cette vengeance qu'il avait soigneusement, patiemment, planifiée. Mais même si tout était sur le point de se concrétiser, Royce ressentait déjà un vide étrange, un vide profond, celui qui vient avec la réalisation d'un objectif poursuivi pendant des années. Il s'était attendu à ressentir un triomphe. Une explosion de victoire, quelque chose de cathartique, une satisfaction immense de voir tous ses efforts aboutir. Mais rien de tout cela. Au lieu de cela, il ressentait le néant. Ni victoire, ni joie, ni même la moindre forme de soulagement. Pas de cette douce vengeance qui guérira ses blessures. Non, rien de tout cela. Il ressentait seulement la reconnaissance amère que, même si cette vengeance était minutieusement calculée, soigneusement préparée, elle ne parviendrait jamais à guérir les profondes blessures qui l'avaient conduit à la désirer en premier lieu. Il se rendit compte, pour la première fois, que la vengeance, aussi douce et séduisante qu'elle puisse paraître, n'était qu'un mirage. Un leurre qui n'effacerait jamais la douleur originelle. Chapitre 9, Descendre à l'Empire. La cérémonie de signature se déroula dans la même salle de réunion où Royce s'était enfin révélé, 2 jours plus tôt. C'était l'endroit où tout avait changé, l'endroit où il avait pris la décision de reprendre tout ce qui lui avait été volé, une décision qu'il n'avait pas prise à la légère. La famille Mercier arriva séparément, chacun avec son propre fardeau. Laurence et Diane arrivèrent les premiers. Leur visage portait l'expression d'une tristesse profonde, mais une tristesse résignée, comme si, au fond d'eux-mêmes, ils savaient que le moment était inévitable. Brooke suivit, ses yeux rougis par des nuits blanches, mais elle maintenait une certaine dignité, une façade de calme qui ne trompait personne. Enfin, Asher fit son entrée. Il était accompagné de son avocat, une décision qu'il avait prise de manière délibérée, comme pour marquer sa séparation définitive avec la famille. Il avait décidé de protéger ses propres intérêts, loin des autres. Royce, quant à lui, attendait patiemment, son équipe prête avec les derniers accords, légèrement modifiés par rapport à ceux initialement proposés. Alors que Laurence commençait à parcourir les documents, son expression se durcit rapidement, passant de l'incrédulité à la colère. Ces termes sont bien plus sévères que ce que vous nous aviez initialement proposé, observa-t-il d'un ton grave. Les primes de rétention pour le personnel clé ont été supprimées, et nos pensions ont été réduites de 30%.
Il s'arrêta un instant, se frottant les yeux comme pour essayer de mieux digérer ce qui lui apparaissait comme un coup bas. Royce, pourtant, ne se troubla pas. Il répondit d'un ton calme et mesuré, comme s'il s'attendait à cette réaction. Les conditions du marché ont changé, répondit-il tranquillement. Nos dernières vérifications ont révélé des passifs supplémentaires qui n'avaient pas été correctement divulgués. C'est pourquoi les termes ont dû être réajustés. Royce avait l'air parfaitement détendu, maîtrisant chaque mot, chaque geste. Mais Asher, toujours aussi impatient, ne tarda pas à réagir, son ton mordant. Vous déplacez les objectifs parce que vous savez que nous n'avons pas le choix, déclara-t-il avec colère. Royce tourna alors la tête vers lui, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. C'est exact, Asher, vous n'avez effectivement pas de choix. Il se tourna ensuite vers son avocat. Expliquez à Monsieur Whitfield les alternatives qui s'offrent à lui. L'avocat, calme et posé, prit la parole. Si la famille choisit la faillite, les conséquences seraient bien pires. Non seulement le patrimoine de la famille serait sérieusement compromis, mais Lawrence et Asher pourraient également être tenus responsables personnellement en raison des décisions financières prises au cours des 3 dernières années. Il laissa ces mots flotter dans l'air, puis se tourna vers Royce, attendant une réaction. Vous avez fait vos devoirs, dit Lawrence d'une voix basse, presque inaudible, à Royce. Vous avez tout fouillé, tout retourné pour nous nuire. Royce répondit, avec un léger sourire qui trahissait une fierté discrète. J'ai appris des meilleurs. Vous m'avez appris que dans les affaires, il n'y a aucune place pour la faiblesse. Les sentiments n'ont aucune place dans des transactions d'une telle envergure. Royce avait appris à maîtriser la scène. Il savait que rien n'était plus dangereux que l'oubli des règles du jeu. Brooke, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole, sa voix pleine de questions non résolues. Que va-t-il advenir des employés, dit-elle en désignant vaguement les documents et l'entreprise qu'ils avaient bâtie. Plus de 300 personnes comptent sur Mercier Holdings pour vivre. Que deviendront-elles? Royce se tourna vers elle, un regard empreint de sérieux et de pragmatisme. Une excellente question, Brooke. Les opérations de détail seront évaluées une par une. Les magasins rentables continueront de fonctionner avec leur personnel actuel. Les établissements moins performants seront fermés avec des indemnités de départ standard. Le siège social sera restructuré en profondeur, mais les talents essentiels seront conservés. Diane, quant à elle, se tourna vers Royce, une lueur de défi dans les yeux. Et nous? Que devient la famille Mercier dans tout cela? Cela dépend du rôle que chacun de vous choisira à l'avenir, répondit Royce calmement. Lawrence et toi, Diane, vous prendrez votre retraite, comme convenu dans l'accord. Votre pension reste généreuse, selon n'importe quel standard, 112 000 $ par an à vie, plus des avantages médicaux. Diane regarda Lawrence, cherchant peut-être un signe de rébellion, mais il n'y en avait aucun. Son visage était comme une toile de marbre. Il se tourna alors vers Brooke. Brooke pourra conserver un poste non exécutif en marketing, sous la direction du nouveau CMO, si elle le souhaite. Son salaire sera ajusté en fonction de ses contributions réelles à l'entreprise et non à son nom de famille. Asher, furieux, coupa brusquement la conversation. Et moi? Que vais-je devenir? Demanda-t-il, la colère bouillonnant dans sa voix. Royce ne répondit pas immédiatement. Il laissa quelques secondes s'écouler, pour mieux apprécier l'effet de ses mots. Puis il répliqua froidement. Toi, Asher, tu n'as pas de place dans l'organisation restructurée. Tu n'es pas à la hauteur. Il laissa son regard glisser sur Asher, presque indifférent. Le projet Mercier Grand était à création, et il s'avère être un échec financier monumental. Ta direction a coûté des millions à l'entreprise. Asher s'élança, prêt à exploser, mais Lawrence l'interrompit avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Nous n'avons pas le choix, dit-il d'une voix autoritaire, ses yeux brillants de frustration. Acceptons ces termes et finissons avec cette humiliation. Chacun, à son tour, signa les documents. Un après l'autre, ils cédèrent, transmettant le contrôle de leur héritage familial à l'homme qu'ils avaient un jour rejeté. Lorsque Lawrence signa le dernier document, il leva les yeux vers Royce. Ses yeux étaient emplis d'un mélange de défaite totale et de résignation.
Et avec un respect amer, j'espère que cela vous donnera ce que vous attendiez, dit-il calmement. Ce n'est pas ce que je veux, Laurence, c'est ce que j'ai mérité, répondit Royce, rassemblant les documents signés. Vous recevrez des instructions de l'équipe de transition concernant les prochaines étapes. Je vous conseille de commencer à vider vos affaires personnelles dès aujourd'hui. Alors qu'il se préparait à partir, Brooke s'approcha de Royce. Pouvons-nous parler en privé, s'il vous plaît? Après un moment de réflexion, Royce hocha la tête. 5 minutes dans le bureau de Laurence, une fois seule, Brooke peina à garder son calme. Je sais que tu me détestes, dit-elle d'une voix brisée. Je ne te déteste pas, Brooke, interrompit Royce. Cela demanderait un investissement émotionnel que je n'ai plus en toi. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte. Brooke sursauta visiblement, ses yeux brillants d'émotion. Nos enfants, commença-t-elle à nouveau, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Leurs grands-parents, leur père et moi, nous sommes tout ce qu'ils ont connu. Ce changement va les dévaster. Les enfants sont remarquablement résilients, observa Royce, bien plus que les adultes ne leur accordent. Ils s'adapteront à leur nouvelle situation, tout comme je me suis adapté à la mienne, lorsque j'ai dû recommencer à zéro avec rien d'autre que $150 dans ma poche. Est-ce cela? Demanda Brooke, les larmes remplissant ses yeux. Un œil pour un œil? Tu as tout perdu, donc maintenant nous devons aussi tout perdre. Pas tout, répondit Royce en corrigeant calmement. Vous et votre famille aurez encore plus que ce que la plupart des gens rêvent d'avoir. La pension de vos parents dépasse ce que beaucoup de familles gagnent en un an. Vous aurez toujours votre maison, votre santé, votre famille. Je prends l'entreprise, Brooke, pas ta vie. Ça revient au même, murmura-t-elle. Non, dit Royce fermement. Ce n'est pas pareil. Lorsque toi et tes parents m'avaient tout pris, vous l'avez fait par cupidité et mépris. Vous m'avez appelé rien, et vous attendiez que je disparaisse dans l'obscurité. Ce que je fais maintenant, c'est des affaires, froides et impersonnelles, peut-être, mais transparentes et selon les lois des contrats. La différence a son importance. Brooke essuya une larme. Penses-tu jamais à ce qui aurait pu être si je n'avais pas? Si nous étions restés ensemble? Royce la regarda un instant. La femme devant lui n'avait plus rien à voir avec la jeune épouse qu'il avait aimée. La décennie les avait changés tous les deux. Non, dit-il enfin. Ce chemin s'est fermé depuis longtemps. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Je suis désolé, dit-elle doucement. Pour ce que ça vaut, répondit Royce, c'est pas grand-chose, mais j'accepte ton excuse. Royce regarda sa montre. Tes 5 minutes sont écoulées. L'équipe de transition te contactera concernant ton poste en marketing, si tu choisis de l'accepter. Il la laissa là, debout, seul dans le bureau de Laurence, bientôt le sien, et rejoignit son équipe dans la salle de réunion. L'acquisition était terminée. Mercier Holdings appartenait maintenant à Phoenix Capital, avec Royce Kilburn comme actionnaire majoritaire. Au cours des semaines suivantes, la transformation commença. Le nom Mercier fut retiré de tous les documents d'entreprise, remplacé par Phoenix Retail Group. Le projet Mercier Grand, en suspens, fut démoli, et des plans furent annoncés pour un campus technologique qui apporterait plus de 1000 emplois bien rémunérés à Westridge. Laurence et Diane se retirèrent dans leur maison de vacances en Floride, leur statut social à Westridge irrémédiablement endommagé. Asher, fidèle à sa nature, abandonna Brooke et leurs enfants dès que ses perspectives financières s'éteignirent. Il demanda le divorce et partit s'installer à Chicago pour rejoindre une société d'un ancien associé. Au début, Brooke accepta le poste en marketing que Royce lui avait proposé, mais elle démissionna après 3 mois, incapable de s'adapter à sa nouvelle position au sein de l'entreprise qu'elle avait un jour espéré hériter. Elle vendit le domaine Mercier, qui avait été exclu des actifs de l'entreprise, et s'installa avec ses enfants à Boston pour être proche de sa sœur. 6 mois après l'acquisition, Royce se tenait dans son bureau, anciennement celui de Laurence, en regardant la ville qu'il avait quittée dans le déshonneur une décennie plus tôt. Phoenix Retail Group prospérait sous une nouvelle direction, avec des magasins modernisés, une présence en ligne élargie et des opérations rationalisées. Le campus technologique qui prenait forme dans les ruines de Mercier Grand attirait l'attention des grandes entreprises technologiques,
positionnant Westridge comme un centre technologique émerge. Son assistant interrompit ses pensées. Mademoiselle Prescott est ici pour vous voir, Monsieur Kilburn. Vanessa entra, portant un rapport sur leur dernière cible d'acquisition. Les résultats trimestriels de Phoenix Retail sont impressionnants, nota-t-elle. Le conseil d'administration est très satisfait du redressement. Comme il se doit, répondit Royce. Nous avons accompli en 6 mois ce que les Mercier ont échoué à faire en 5 ans. En parlant des Mercier, dit Vanessa prudemment, j'ai entendu par nos contacts que Brooke Whitfield, ou je suppose que c'est Brooke Mercier maintenant, a pris contact par l'intermédiaire d'intermédiaires. Apparemment, elle serait intéressée par une réconciliation. L'expression de Royce resta impassible. Il n'y a rien à réconcilier. Nos affaires sont conclues. Et Laurence, des nouvelles de lui? Aucune, répondit Royce. Et je ne m'attends pas à en avoir. Laurence Mercier est trop fière pour reconnaître sa défaite, même maintenant. Vanessa le regarda pensivement. Est-ce que ça en valait la peine, toutes ces années de planification, les ressources investies, la concentration monomaniaque sur un seul but? Royce réfléchit soigneusement à la question. La revanche qu'il avait cherchée avait été accomplie, totalement. La famille qui avait démantelé sa vie vivait désormais avec les conséquences de ses actes. Pourtant, la satisfaction qu'il avait espérée était restée insaisissable. C'était nécessaire, dit-il enfin. Pas pour les raisons que je croyais au départ, mais nécessaire quand même. J'ai construit quelque chose de précieux dans ce processus, quelque chose qui va bien au-delà des limites de la vendetta personnelle. Et maintenant, demanda Vanessa. Royce se tourna du fenêtre pour la regarder. Maintenant, on avance. Phoenix a des cibles d'acquisition dans 3 États et Kilburn Innovation lance 2 initiatives majeures le trimestre prochain. Le passé est réglé, l'avenir nous attend. Tandis que Vanessa exposait les détails de leur prochain projet, Royce sentit les derniers fils de son ancienne vie se détacher. L'homme qui avait quitté Westridge avec $150 en poche n'existait plus. À sa place se tenait Royce Kilburn, architecte de son propre destin, constructeur d'empire, n'étant responsable envers personne. La vengeance qu'il avait poursuivie si longtemps s'était transformée en quelque chose de plus grand. Ce n'était pas simplement la destruction de ceux qu'il avait trahis, mais la création de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À partir de rien, il avait tout construit. Et au final, c'était là la plus douce des vengeances. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Alrighty, we're full iron. I need to get a water source while I cook my food. Oh, this just goes to the surface. That's insane. Okay, water required. More iron, excellent. I think we're actually pretty close to being good with iron. So it's gonna be gold and diamonds next that we're after. Okay, we're almost done here. We've got hella food. Nice, nice. Yeah, I think, Mina, you just gotta keep the best teensy weensy itty bitty. Every time you go for like a 10k bet, it's like, no. Holy shit, that's a long way down. That's a skeleton.
Ooh. Oh yeah. Gold acquired. I think we're already like. No, I don't think we're quite at diamond level yet. Still a little ways down for us to go. Uh-oh. Oh. Let's go, gamers. Oh no. A one vein, bruh. Bruh. Unfortunate. Trying to fight all the oh shit, hold on. Hell no. Okay, we found. Woo! Found a mine shaft, very cool. There could be some decent loot here. Except I'm not really seeing anything. Oh, here we go. I'll take the melon seeds. And the torches. The name tag, sure. The iron, for sure. I don't know if I really want lapis right now. Well, I suppose I should take it, huh?